Alors, l'enregistrement a bien débuté. Bienvenue à tous pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir Florian pour cette interview sur la partie développement sécurisé. Je vais commencer, Florian, par te laisser te présenter et présenter un petit peu ton parcours ensuite. Yes, ok. Bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Florian Seglovat. Pour faire simple, je suis rentré dans le milieu de la technique depuis déjà quelques années maintenant. Actuellement, je suis développeur back-end, plutôt back-end. Donc, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà, ça fait déjà quelques temps que je fais ça maintenant et c'est mon activité principale. Ok, bah oui, effectivement, on reviendra sur l'histoire des développeurs back-end, front-end et autres types de développeurs qu'on peut retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours scolaire pour en arriver là? Alors, c'est assez classique. J'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. J'ai continué sur un DUT informatique et j'ai enchaîné sur une école privée qui faisait bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 et qui donne du coup l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur. D'accord, et du coup, tu as fait des stages au fur et à mesure de tes différentes études ou tu as fait peut-être de l'alternance? Exactement, du coup, dès le bac plus 3, donc post-DUT, tout s'est fait en alternance. Sur c'était une semaine d'école et 3 semaines d'entreprise. Et d'ailleurs, petit, euh, petit truc, pour tous les gens qui veulent commencer à être dans l'informatique, faites de l'alternance. Il y a que ça de vrai. D'accord, parce que justement, ça t'a permis peut-être d'acquérir certaines compétences que tu n'aurais pas acquis en cursus traditionnel? Bah, c'est un peu comme, je pense, tout ce qui est éducation nationale. Il y a tout le temps un monde entre le monde de l'entreprise et ce qu'on nous apprend à l'école. Que d'un point de vue technologique, il y a tout le temps un peu de latence euh, et les bonnes pratiques et tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, tu as commencé la cybersécurité en alternance ou tu as commencé plutôt à la fin de ton cursus? Comment ça s'est développé cette partie-là? Alors, c'est pas du tout quelque chose dont on parle, ou alors très très peu dans le cursus scolaire. Moi, la cyber, c'est quelque chose euh, que j'ai commencé en même temps que j'ai commencé l'informatique. Donc, c'est pendant que je développais, je me suis dit, tiens, j'apprends ça, tiens, il y a une super fonction de fou, je vais essayer. Oui, mais alors si je mets un mauvais argument, qu'est-ce que ça va faire? Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé la sécu vraiment en même temps que j'ai commencé la programmation. Pour moi, ça allait de pair, quoi. D'accord, et c'était plutôt de la curiosité ou c'était tombé sur un forum qui t'a dit: «Bah, tiens, si tu rentres un caractère malveillant, on va dire, dans un champ qui ne l'attend pas forcément», qu'est-ce qui t'a poussé, on va dire, à faire du développement sécurisé de base? Alors qu'en général, la politique, on va dire, de développement est plutôt de développer, du rapide et fonctionnel. Non, bah alors ça allait de pair. Déjà, j'avais pas de problème de deadline ou autre. Donc, en fait, ça allait vraiment de pair. C'est pendant l'apprentissage, j'apprenais un truc, je voyais que ça buguait. Tiens, pourquoi ça bug? Ah, tiens, je peux faire ça. Et est-ce que je peux approfondir? Et donc, effectivement, ça va de pair dans le sens où moi, par curiosité, j'essayais. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de ressources sur le net pour expliquer un peu mieux ce que tu es en train de faire. D'accord, donc d'après ce que tu m'expliques, tu es plutôt autodidacte, on va dire, sur cette partie, développement sécurisé. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es vraiment dans le milieu de la cybersécurité en termes de nombre d'années approximativement? Alors, compliqué à dire, on va dire, parce que mon métier, ça reste développeur. La touche cyber, c'est une petite touche à côté, on va dire que c'est une casquette en plus. Euh, Ça fait moins d'un an que je suis vraiment dans la cyber parce que j'ai rejoint une entreprise un peu spécialiste là-dedans. Et après, dans le secteur du médical, qui étaient d'autres activités professionnelles à côté, on en parlait beaucoup. Donc, voilà. Mais c'est dire que je travaille que dans la cyber, c'est pas exactement vrai. D'accord. Oui, donc effectivement, on reviendra un peu plus sur ces aspects de normes et de réglementation en fonction des différents secteurs. Aujourd'hui, si tu devais décrire à quelqu'un qui débute, le développement, quel est ton métier, comment tu le fais et en quoi réellement il consiste, en fait? Je me vois un peu comme un artisan. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, j'ai besoin d'une application, d'un applicatif. Euh, je lui donne ça comme entrée et je veux qu'elle me fasse ça. Et donc moi, je vais prendre mes petites mains et je vais essayer de commencer à taper des lignes de code pour que, si je te donne ça, alors je fais ça. Et c'est tout un enchaînement comme ça de fabrication de fonctions, de méthodes.
qui fait qu'on crée un logiciel. Et voilà, c'est un peu l'artisanat de l'informatique. Et si on redécoupe vraiment cette partie, processus avec, les différentes étapes et à quel moment vont s'imbriquer les éléments de sécurité? Est-ce que c'est au fur et à mesure? Est-ce que c'est à l'étape 1? Est-ce que c'est à l'étape 2? Si tu devais vraiment schématiser, on va dire le développement d'une application en partant de zéro jusqu'au produit, final rendu, à la personne qui l'a commandé. Alors, c'est un grand débat. Il n'y a pas de vraie réponse à ça. Ça va être surtout en fonction de là où tu travailles que les méthodes vont être différentes. Moi, j'ai une approche très security by design, donc c'est-à-dire que pendant que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un va me dire voilà comment entrant, je te donne ça, voici ce que ça doit faire, et ben dès lors qu'on se dit quels sont les entrants, moi je fais intervenir ici la cyber. Euh, Si on commence à me dire moi je veux que tout le monde ait un mot de passe machin, oui, mais un mot de passe chiffré, tu vois. Et c'est dès l'entrée que je le fais. Après, il y a plein d'autres sociétés qui sont peut-être pas autant au fait que ça, et ça arrive plutôt à la fin, pendant les tests ou même après livraison. D'accord, donc effectivement, toi, tu l'apprends dès la conception, donc ça peut être fait, partie intégrante, on va dire, du cahier des charges et après, lors de la phase de développement, quelles sont les méthodes, les Les outils que tu méthodes. vas pouvoir utiliser, justement pour vérifier tout ça et sur quel référentiel tu vas t'appuyer, en tout cas, pour trouver les idées, pour arriver à faire des tests sur ces éléments-là? Ok, bah, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, il y a comme, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la curiosité, c'est-à-dire que je sais que l'utilisation de certaines fonctions sont dangereuses ou non. Donc ça, il faut le savoir. Si tu le sais pas, bah, tu le sais pas, d'une part. D'autre part, il y a des outils qui peuvent nous aider, un peu des scanners de code en disant, tiens, tu utilises cette fonction, attention, renseigne-toi un peu, est-ce que c'est bien ou pas. Troisième méthode, il y a la revue de code par des pairs, mais ça, c'est si on travaille à plusieurs. Euh, j'ai mon collègue qui va faire quelque chose, et ben moi, avant qu'il le pousse son code quelque part, et ben moi, je vais dire, ah, tiens, je le regarde, je regarde si c'est OK. OK, c'est d'accord, bon, vas-y, tu peux le pousser. Voilà, il y a euh, plein de méthodes pour faire attention à ça. Oui, il y a quelque chose de très important que tu es en train d'expliquer, c'est qu'effectivement, il y a des phases, de développement. Est-ce Il y en a qu'aujourd'hui plein. tu peux les présenter, ces différentes phases de développement avant, la mise en production d'un morceau de code développé par un développeur? Et à chaque étape, les différents, éléments, de sécurité qui sont vérifiés? Oui, bah, alors ça, encore une fois, ça dépend il y a plein de matières de faire de comment on développe, en fonction l'applicatif qu'on développe, en fonction des langages, en fonction de si on travaille en mode agile, un machin truc. Donc, pareil, je vais faire un peu une réponse qui vaut pour moi, mais elle n'est pas forcément vraie de partout. Comment on fait, c'est que, donc, comme je disais, il y a la phase, on va dire, cahier des charges, où on va discuter de tout ça. Après, on commence le développement. Pendant le développement, c'est important. Encore une fois, curiosité. Tu as parlé de référentiel tout à l'heure. Il y a des fois la CNIL qui sort quand même de bons. CNIL et ANSI qui sortent des fois de bons référentiels. Je pense notamment à la CNIL sur ça. Ils ont fait des guides de développeurs que j'aime bien forward sur la cryptologie, sur plein de choses. Donc ça, c'est bien de le savoir. Ensuite, on développe. On va pousser, on va dire, notre code dans un endroit un peu intermédiaire où on va dire à notre développeur, tiens, vas-y, va voir ce que j'ai écrit. Et si c'est OK pour toi, bon, bah, je le merge dans le commun. Et donc, je D'accord, donc développe. si pour expliquer peut-être à ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le développement, quand tu dis: «On va pousser le code», c'est qu'on va le déplacer de la machine sur laquelle on travaille en local vers un serveur commun sur lequel, le collègue va auditer le code en question, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, je suis allé un peu vite, mais c'est vrai que c'est un peu dur de tout expliquer, dans le sens où, effectivement, quand on est une équipe à travailler, on ne travaille pas à 10 sur le même fichier. Euh, Parce que pour des raisons techniques, c'est pas possible, et puis ça serait trop compliqué à gérer la chose. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que chaque développeur a a une copie du code général sur son ordinateur, le modifie, et en fait, on l'envoie après sur le serveur, et c'est ce qu'on appelle euh, j'ai perdu le nom, on utilise majoritairement Git, mais SVN, il y a plein de choses, j'ai perdu le nom du... De la fonctionnalité? Ouais, voilà. Et en fait, c'est cet applicatif-là, Git, SVN, machin, qui va lui s'occuper de dire, attention, là, il y a un conflit, les gars, entre ce développeur-là et ce développeur-là, comment on gère ça? Euh,
Et voilà, Et et donc, la personne qui arrive, qui reçoit, on va dire, ce code qui est fusionné, elle a une checklist pour vérifier les différents éléments. Si moi, demain, on me dit il faut revoir le code d'une autre personne, est-ce que j'ai des étapes? Est-ce que j'ai des choses à suivre? Est-ce que je vais relire le code en disant bah, peut-être que je trouverai quelque chose? Comment ça et, se matérialise tout ça? et ben, c'est bien un des grands problèmes du développeur, c'est que non, il n'y en a pas. C'est entre chaque société ne fait pas la même chose, n'indique pas la même, on appelle ça une code review, une revue de code. Et chaque société, chaque développeur de chaque société n'applique pas le même process de chaque revue de code. C'est quelque chose de très subjectif. euh, et c'est d'ailleurs un des problèmes. Et si on prend uniquement l'aspect sécurité, chaque société fait un petit peu à sa sauce, ou il y a quand même un fond de règles qui est à peu près commun en disant, bah voilà, si vous identifiez telle fonction qui est utilisée, automatiquement, il faut vérifier point A, point B, point C, ou pas du tout. De, de mon expérience, c'est vraiment en fonction de chaque entreprise. Il y en a qui a rien et il y en a où il y a beaucoup de choses. D'accord. Et donc, une fois que ce code est revu, alors j'imagine bien qu'effectivement, s'il y a des problématiques, il y a des échanges entre développeurs, il y a des modifications, il est envoyé sur un second serveur ou une seconde application. Et là, c'est quoi? C'est le scanner de vulnérabilité qui va identifier les éléments dans le code? Comment ça se passe? Ou c'est directement envoyé en production? Et ben, encore une fois, ça dépend des moyens de l'entreprise. Mais oui, pareil, il y a plusieurs outils. On va avoir les outils type analyse de code très statique. Donc, comme je disais, en fait, c'est des outils qui vont parser le code et vraiment, ils vont dire, ah tiens, il y a ce nom de fonction-là, donc warning. Alors, soit ça fait des warnings, soit ça arrête tout et ça dit fail. Ça dépend des configurations. Euh, Soit il y a des outils beaucoup plus spécifiques, euh, type SOC, c'est pendant que ça fonctionne, ça analyse ce qui part, ce qui rentre de l'applicatif. D'accord, donc Et plus du dynamique. ouais, plus de dynamique. Et après, certaines entreprises, dès qu'une release est faite, donc dès que on arrive à une certaine version et qu'on estime que la version est OK pour l'envoyer en production ou en pré-production, on fait intervenir d'autres sociétés dessus, des pentesters, ce genre de choses, voilà, pour essayer de trouver des failles, et que ce soit en grey box, en black ou autre. D'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a des outils que tu affectionnes particulièrement dans ce schéma de développement? Il y a des choses que tu as beaucoup plus l'habitude d'utiliser, que ce soit à titre personnel ou professionnel dans tes précédentes structures? C'est pas forcément la dernière structure dans laquelle tu as travaillé, mais des outils que tu estimes qui sont, qui apportent vraiment une plus-value, dans ce cycle de développement? Ouais, bah déjà, GitLab. GitLab est pour moi une des ressources les meilleures sur le marché, dans le sens où tu peux faire énormément de choses. Et lorsque, comme tout à l'heure on disait, on pousse le code, je le transfère de ma machine sur le serveur, il peut y avoir un processus de vérification qui peut être fait, qui peut être dynamique, et chaque entreprise a la sienne. Et là-dedans, on peut intégrer plein de choses. Donc, ça va être de l'analyseur statique, ça va être aussi les règles fondamentales de bonnes pratiques d'écriture de code. Ça peut être des tests. Les tests sont très importants, qu'ils soient unitaires ou fonctionnels. Et après, voilà, plein de choses. Alors peut-être expliquer ce qu'est un test unitaire, parce qu'un test fonctionnel, c'est vérifier effectivement que la fonction développée marche bien, mais peut-être qu'un test unitaire, ça parle à moins de personnes? Alors, il y a plein de systèmes de tests, il y a même des hybrides. On va dire qu'un test unitaire, c'est quand vous avez une fonction, par exemple une fonction qui s'appellerait addition, qui prend deux entrées, bah, 2 plus 2, ça fait 4. Donc le test unitaire, il va vérifier que si je donne 2 et 2, eh ben, ça fait bien 4. Un test fonctionnel, ça va être plutôt dans la globalité de la fonctionnalité. J'ai un nouveau client qui s'enregistre, alors je dois avoir un mail qui est parti. Voilà, c'est d'un point de vue un peu plus macro. D'accord, donc effectivement, c'est moins technique, c'est vérifiable peut-être par des personnes qui ne sont pas forcément développeurs, la partie fonctionnalité, alors que la partie test unitaire, c'est plutôt effectivement, plus bas niveau, si on peut Voilà, dire ça mais il y comme a ça. quand même beaucoup d'outils qui nous permettent de faire du fonctionnel. Je pense à faire du end-to-end, c'est-à-dire que, enfin, ça c'est côté, on va dire, le monde du web. C'est-à-dire qu'on a une requête HTTP qui part, on peut la forger et voir ce qui arrive à la fin, la réponse sortie du serveur web.
Là-dessus, il y a Biat, il y a plein d'autres outils. Tout à l'heure, quand tu as commencé effectivement à présenter un petit peu ton métier, tu disais que tu étais back-end développeur. Est-ce que tu peux, parler un petit peu des différents types de développeurs qu'on peut retrouver aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier particulièrement? Oui, alors déjà, il y a plein de types de développeurs en soi, parce qu'il y a plein de langages de programmation et chaque développeur peut connaître un ou 2 langages ou plusieurs, mais généralement, il sera meilleur dans un. Heu, Moi, j'ai choisi le monde du web, hem et historiquement, le web, c'est, on va dire, PHP, qui du coup est un langage, back-end. Ça se fait sur un serveur, ça s'exécute sur un serveur, et du coup, bah, moi, je suis développeur back-end, donc PHP. Et on a des développeurs front-end qui, eux, vont plutôt être sur le front, sur le côté front, à faire de l'HTML, du JavaScript. C'est eux qui vont faire la partie UX, des sites, on va dire. Donc tout ce qui s'affiche et tout ce qui, va être en interaction directe avec l'utilisateur. Voilà, pour faire simple, ouais, c'est ça. Hem, Maintenant, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier, particulièrement? hem, j'ai toujours préféré le monde du back parce que c'est un monde, alors là, je vais m'attirer les foudres de mes collègues développeurs front, mais qui est beaucoup plus, normé, beaucoup plus carré, beaucoup plus, pragmatique. Quand on développe sur du front, donc on travaille sur les navigateurs, il y a déjà plein de navigateurs web différents. En plus, on rajoute les navigateurs mobiles, hem et chaque navigateur fonctionne pas exactement de la même manière, même s'il y a des normes et des trucs. Ils font jamais exactement pareil et du coup, une même fonction va avoir des résultats différents en fonction des navigateurs et moi ça c'est quelque chose que j'adhère pas et c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'un point de vue back. D'accord, et pourquoi, ce métier de développeur dans la cyber plutôt qu'un métier d'analyste SOC, plutôt que d'un métier de RSSI ou autre métier dans la cyber, par exemple? Et ben, comme je disais un peu, il y a le côté artisanat que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je crée des choses. Hem Et pour tout le monde, ça peut être tout le monde. Demain, j'ai ma boulangère qui me dit, «J'ai envie d'un site, pour me faire voir ou d'un site pour gérer ma comptabilité», je peux le faire. Être analyseur SOC ou pentester, il y a pas tout le monde qui peut venir te voir. Je vois vraiment ça comme de l'artisanat, en fait, une vraie science de l'artisanat et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est de créer D'accord, ce donc que je veux, comme je veux, quand je veux. d'accord, oui, c'est vraiment apporter, ta pierre à l'édifice pour arriver à améliorer, le quotidien des personnes, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, ouais. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de quelques éléments qui te déplaisaient dans ce métier. Quel est l'élément, en tout cas, qui pour toi, n'est pas forcément très agréable à faire, pas forcément très agréable à être exécuté, dans ton métier particulièrement? Hem Il y a l'informatique, c'est un monde qui va très vite et souvent, on te demandera, si tu deviens développeur, de faire des choses assez rapidement. Et tout le monde sait que faire des choses rapidement, c'est pas forcément bien les faire, surtout dans le monde de la cyber où les choses aussi avancent très vite. Une version d'un PHP, une version d'un applicatif peut être très vite, du jour au lendemain être, être security, machin. Donc c'est très vite compliqué et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de gérer, de faire les choses vite et bien. Donc ça, c'est l'expérience qui arrive. Ça va être, la mise en place de certains, processus de développement, processus de travail, la méthode agile, ce genre de choses et heu et surtout de tout le temps rester, alerte sur ce qui se passe, quoi. D'accord, donc effectivement, faire une, grosse veille technique Et pour c'est être très sûr de compliqué. rester, C'est très, compétent en très Ouais, permanence. et c'est très compliqué. C'est ça le plus compliqué. Mais c'est de manière plus globale, hein, dans la cyber, effectivement, c'est quelque chose qui est très demandé et effectivement, c'est des métiers qui prennent, beaucoup de temps et qui demandent de la ressource et qui demandent surtout d'être à jour en permanence et on a très vite d'être dépassé, par ce qui peut se faire et d'autant plus, en plus, quand on développe et qu'on apporte des applications qui sont très utilisées, il faut vraiment être, très au courant de tout ce qui peut se faire. Voilà et Est-ce puis c'est un coût aussi, hein. C'est un coût, c'est-à-dire, pour l'entreprise, c'est un coût et il faut que la cyber soit, dans le mindset de tout le monde pour qu'on nous donne la disponibilité, le le temps pour étudier tout ça, quoi.
Ouais, parce que justement, dans le cycle de vie d'une application, aujourd'hui, est-ce que c'est courant, d'intégrer la cyber, de dire: «Bah, voilà, toutes les X temps, on va, renouveler une certaine partie du code justement pour enlever les fonctions qui ne sont plus, sécurisées, La les réponse est non. remplacer par d'autres?» La réponse est non. Ça C'est très m'aurait rare. ça m'aurait étonné du contraire, mais effectivement, c'est une vraie problématique qu'on rencontre et est-ce que toi, en tout cas, tu pourrais apporter une solution à ça? Est-ce que toi, de ta vision personnelle, comment tu ferais les choses, en tout cas, si, c'était ton application à toi, métier, qui devait être maintenue dans le temps? Ouais, il y a plein de petits, trucs et astuces pour essayer de le faire. Il y en a une qui marche très régulièrement, surtout quand en face il y a des chefs, il y a des managers qui sont assez hostiles à ça. C'est de leur dire que sur chaque 2 semaines, on prend une demi-journée juste pour essayer de clear des choses, juste pour essayer de nettoyer un peu le code, voir s'il y a des choses qui sont périmées et les mettre à jour. Juste une demi-journée et déjà en une demi-journée, on peut arriver à faire des choses. Donc voilà, c'est de le faire un peu régulièrement et essayer d'augmenter la fréquence, jusqu'à après, si vous êtes en méthode agile, que ça soit des sprints d'1 ou 2 semaines, de faire des demi-journées ou des journées, comme on pourrait faire des fois des journées du bug, heu, où on traite que des bugs pendant une journée. Bah, voilà, c'est de faire de la security veille pendant une demi-journée, par chaque 2 semaines ou des choses comme ça, voilà. Ça, c'est un truc D'accord. qui marche assez bien. Alors peut-être que c'est peut-être plus facile à implémenter chez un client final que, pour une société d'édition de logiciels qui va traiter, on va dire des missions au cas par cas. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Parce qu'effectivement, quand les personnes sont au forfait, c'est compliqué de dire: «Bah, on va facturer au client une demi-journée où nos équipes, elles vont se former». Mais normalement, c'est vrai que ça doit faire partie du cycle d'accompagnement des équipes et de la montée en compétences. Voilà, après maintenant c'est un risque pour eux, hein, parce que, si l'entreprise, fournit des logiciels buggés ou qui sont déjà, obsolètes à leur sortie, c'est eux qui prennent un risque d'un point de vue commercial et d'un point de vue, Oui, responsabilité effectivement, parce qu'ils ont un devoir de conseil sur ces éléments-là voilà. qui n'est pas respecté. Aujourd'hui, est-ce que tu as des contraintes organisationnelles, légales ou autres dans ton métier pour bien réaliser ton métier? Hormis l'aspect, rapidité comme tu pouvais le dire? Non, j'en ai pas, non. Non, non, j'ai pas de développeur est un métier où assez libre. Voilà, aujourd'hui, je suis en 100 télétravail, je travaille de chez moi, je pourrais travailler dans le parc derrière moi. Hem, la seule chose où il faut faire attention et ça revient encore une fois à la cyber d'un point de vue large, c'est que bien sûr mon disque dur est chiffré. Bien entendu, si je vais dans des endroits publics, j'ai un filtre pour pas qu'on voie mon écran. Voilà, c'est un peu tout ce qui est bon sens comme ça, mais en soi, j'ai aucune limite. Je D'accord peux aller et travailler même en Thaïlande, je pourrais aller travailler en Thaïlande. d'accord et même en travaillant dans le secteur de la santé au préalable, il n'y avait pas des contraintes justement liées à ce domaine-là, des contraintes légales ou des contraintes, Si, mais heu c'est lié au secteur et pas au métier. d'accord, mais je mais Voilà. je veux dire justement, est-ce que, dans certains secteurs, ça peut influencer le métier? Ça Ah oui, peut, ah oui, oui, avoir oui, des bien contraintes sûr. sur le métier? Voilà, Ouais, ouais. c'était plutôt cette approche-là et du coup, est-ce que toi, dans le milieu de la santé, tu l'as ressenti vraiment au niveau du développement ou ça fait, ou ça a pas eu un impact trop important? Alors, sur le développement, un peu parce que du coup, il y a une norme qui s'appelle, HDS en France qui, quand on commence à faire des softs, qui traitent de la santé patient, de la donnée de santé patient, hem et là, effectivement, il y a toute une normalisation déjà du PC. L'IT doit savoir sur chaque ordinateur quel logiciel il y a, sur quelle version. Donc là déjà, ça devient compliqué pour X raisons. Hem, ensuite dans le développement, bah, pareil, si on fait des imports, d'autres briques logicielles, par exemple avec Composer ou NPM pour les fronts, bah, pareil, il faut qu'on se tienne une liste de quels composants externes on utilise, les versionner, est-ce qu'on fait des process de vérification, tout ça, tout ça, tout ça. Mais voilà, il y a des normes. Oui, il y a des normes.
D'accord, donc effectivement, oui, il y a quand même un minimum de structure, mais comme dans, je pense, tout métier. Mais là, comme tu dis, c'est plutôt lié au secteur d'activité Ouais, plutôt qu'au métier en lui-même. voilà. Si Hem, vous travaillez pour quelqu'un qui fait des ERP ou des CRM, vous allez vraiment pas avoir les mêmes, les mêmes contraintes. exact. D'accord, et aujourd'hui, dans toute ta carrière, est-ce que tu as une mission qui t'a particulièrement plu? Ou il y en a pas une forcément, qui se dégage? Non, il y en a pas forcément qui se dégagent, dans le sens où, encore une fois, c'est le monde de l'artisanat, donc chaque pièce que tu fais est unique et entre guillemets «tu les aimes toutes», quoi. Elles sont toutes différentes, mais tu les aimes toutes, heu et c'est ça que j'aime dans le sens où, encore une fois, même là, en changeant de milieu professionnel, il y a encore des nouvelles types d'infrastructures, il y a encore des nouvelles choses et dire qu'une est moins bien que l'autre, je peux pas. D'accord. Et justement, est-ce que tu as une partie, on va dire, liberté en termes d'innovation, même si on va dire, c'est déjà de l'innovation de créer en permanence, mais je veux dire sur, des nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas encore, qui n'ont pas été intégrées dans des librairies. Est-ce que tu as vraiment une grosse marge d'innovation dans ton métier ou c'est plutôt, 80 d'utilisation d'outils existants? C'est quoi la répartition de l'innovation dans le métier de développeur, sécurité? Ouais, alors effectivement, on utilise beaucoup de librairies existantes, mais en fait, il faut voir ça comme un squelette. Généralement, la squelette, l'infrastructure de la chose, on se base sur des choses qui marchent, on sait qu'elles marchent et on ne veut pas réinventer la roue parce que ça on perd du temps et en plus on risque de le faire mal. Donc on utilise beaucoup de choses, on va se baser sur des frameworks, c'est-à-dire des grosses librairies, des grosses bibliothèques, pour nous faire gagner du temps. Après, par-dessus, on peut innover, on peut inventer des nouvelles, structures de code, on peut pour être, il y a une nouvelle approche en ce moment qui est le multisite, comment dire ça en français? Ou enfin de manière intelligible. Le fait qu'on peut travailler avec plusieurs bases de données en même temps, et cetera, bah, ça, les frameworks, ils savent pas trop faire. Donc il faut innover dans la structure de comment on fait les choses. Donc voilà, il y a une part d'innovation, mais elle reste marginale quand même. D'accord. Et aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que tu estimes comme prérequis pour, pouvoir faire le métier de développeur sécurité? Quels sont les prérequis si jamais tu dois recruter quelqu'un dans ce métier-là? Quels sont les éléments qui font que pour toi, tu estimerais qu'il aura les compétences pour, réaliser ce métier? Hem, la première chose que je vais vérifier, c'est sa curiosité. Parce que si tu es pas curieux, tu arriveras jamais à être à jour, tu connaîtras jamais les bonnes pratiques. La deuxième chose, c'est la persévérance, parce qu'il faut quand même y aller et la troisième et dernière, ça serait son autonomie. Parce que tu peux pas rester derrière un type et lui dire, «Vas-y, va apprendre ça, va apprendre ci». Il faut que ça soit vraiment instinctif pour lui. Et si tu dois vraiment te focaliser sur des compétences particulières pour devenir vraiment bon dans ce domaine-là, est-ce que c'est les mêmes que les prérequis ou c'en est des spécifiques, sur lesquels il faut que la personne travaille en particulier? Non, non, c'est les mêmes pour avoir, travaillé avec 2 types de personnes, un mec qui sort d'école d'ingénieur et un autre qui est en comment dire? Qui a changé de travail, il y a l'année dernière, il est en reconversion. Il était boulanger l'année dernière et là, il commence l'informatique et bah, j'ai préféré travailler avec des mecs en reconversion que des types qui sortent d'école d'ingénieur. Forcément, d'un point de vue, bagage théorique, il y en avait moins, et c'était plus compliqué, mais à terme, sur du long terme, je crois que j'aurais préféré, garder mon boulanger. D'accord, parce que la motivation est là, parce qu'il est avide de Curieux, compétences et exact et de connaissances. exactement. D'accord. OK, bah, effectivement, c'est une bonne vision des choses. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée, de l'échelle des salaires qui se pratiquent dans le métier, que ça soit de débutant à confirmé en annuel brut? Ouais, alors c'est très compliqué. C'est très, relatif en fonction de la géographie de là où vous êtes. Si vous êtes dans des grandes villes et même entre grandes villes, ça se bat. Si vous êtes sur Paris, vous commencerez facilement dans les 30 K, on va dire. Donc ça, on parle de sortie d'école au bac+5. Ouais, ouais. D'accord. OK. Hem, tandis que vers chez moi, en province, comme on dit dans les grandes villes, c'est-à-dire que dans des bassins où il y a très peu de travail,
Voilà. 30K, c'est quelque chose que vous allez avoir en junior après 2-3 années, voire même plus. D'accord, donc c'est plutôt, on va dire, du confirmé. À partir de combien de temps de développement sécurité, tu estimes que la personne est considérée en tant que confirmée? Et Mmh, après senior? ouais, ouais, c'est toujours compliqué à mettre des maîtrises comme ça, mettre des jalons. Je dirais que quelqu'un qui a déjà développé pendant 5-6 ans, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir vraiment discuter avec lui de manière technique, assez poussée. D'accord, donc il est en confirmé et après senior, c'est quoi? C'est une dizaine d'années dans le domaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais le problème du développement, c'est qu'encore une fois, tu peux être 10 ans développeur, mais si tu as jamais été curieux, tu auras jamais augmenté. Donc il y a des types qui ont 15 ans d'expérience et qui sont encore en mode PHP 4 et voilà, les normes, c'est pas ce qu'il y a, quoi. Bah, Donc après dans la cyber, effectivement, on estime que les personnes qui sont considérées comme seniors, elles ont l'expérience et surtout elles se sont mis à jour parce que 10 ans, dans la cyber, c'est une éternité dans l'informatique, hein, donc et ouais, c'est ça et encore je trouve que la cyber, c'est quand même très jeune comparé au développement. ouais. Donc c'est encore, vraiment des jalons des jalons de temps haute, quoi. D'accord et du coup, sur la partie, confirmée, c'est plutôt quoi comme salaire qui sont proposés? Alors vers chez moi, dans les fins contrées de France, hem, en senior, si on arrive, sur les 40K, c'est bien, c'est bien. D'accord et donc le confirmé va se situer entre les 2, va se situer entre 30 et 40, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tandis que dans les grandes villes, je pense que si vous êtes vraiment très bon, les 40, ça va être assez simple d'y accéder, même en confirmé. D'accord et du coup, c'est un salaire qui est fixe ou il y a une part de variable qui est, intégrée dedans en fonction d'objectifs, en fonction, je sais pas, de tout un tas de Non, choses? généralement, c'est fixe. Il y a de plus en plus d'entreprises pour dynamiser, l'esprit, tout ça, qui mettent pas forcément de la participation, mais, je connais pas le nom technique, mais voilà, en fonction du chiffre qu'on fait, alors il y a de plus en plus de primes, pour essayer de dynamiser un peu les esprits et d'avoir Oui, un c'est vrai vraiment move. pour inciter les personnes à rester Mais motivées et à généralement, aider le c'est développement. fixe. D'accord et aujourd'hui, c'est quel type d'entreprise qui va, généralement recruter pour ce métier? Et ben, encore une fois, il y a 2 grandes écoles, enfin, voire même plus. Il y a beaucoup d'anciennes entreprises, qui ont des logiciels qui datent des années 90-2000, qui ne trouvent plus de personnes parce qu'ils ont jamais été mis à jour. On va être sur des vieux applications en Java, en C, C#, voire même pire. Et ils trouvent plus personne parce que maintenant tout le monde font du JavaScript, font du Rust, font des trucs, nouveaux. Donc là, il y a une vraie pénurie, et vous pourrez même avoir des salaires assez intéressants. Autrement, il va falloir être, sur, l'autre type, c'est-à-dire, connaître les dernières technologies du moment et tout ça et tout ça. Et justement, si tu devais, conseiller une personne qui voudrait, se lancer dans le développement, mais qui ne saurait pas trop quoi choisir comme, langage, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller justement pour arriver à trouver sa voie? Ah, c'est très compliqué comme question. Hem, de tous les essayer. De tous les essayer, trouver des projets un peu perso et d'en essayer le maximum, et voir les différences, pourquoi il y a des différences, comprendre ce que c'est un langage compilé, pas compilé. Hem, voilà, c'est de les essayer et puis de trouver des projets pour les tests. D'accord et du coup, toi, tu as commencé directement sur du PHP ou tu avais testé avant d'autres langages qui t'ont finalement pas plu? Non, majoritairement, je suis resté dans le monde du web parce que je pensais que c'était un peu le futur. En tout cas, c'était déjà bien ancré quand j'ai commencé et je pense que ça le sera encore pendant quelques années, donc je suis resté là-dessus. J'ai bien sûr essayé d'autres langages, heu, mais voilà. D'accord et du coup, aujourd'hui, en tant que développeur, sécurité, si tu souhaitais, évoluer, est-ce que c'est possible vers un autre poste? Et si oui, quelles sont les différentes possibilités qui s'offriraient à toi? Oui, il y a plusieurs postes. Souvent, on va entendre, «C'est bien, tu as fait une bonne carrière de développeur, maintenant passe chef de projet».
Ça, pour moi, c'est un peu l'arnaque, mais beaucoup le font, parce que du coup, on sort de la domaine du technique et on arrive dans la gestion de projet. Pour moi, c'est un autre métier. Si tu fais un autre métier, tu redeviens pas bon et il va falloir cravacher pour redevenir être bon dans ton domaine. Moi, je privilégierais soit de rester développeur, mais d'être très bon. Et ça, en France, il nous manque des gens très bons dans des choses, dans des domaines techniques très spécifiques. Ou alors, c'est de passer un peu ce qu'on va dire lead développeur, mais là, encore une fois, il y a plein de définitions de mot lead développeur en fonction de ton entreprise. Mais voilà, ça va être c'est toi dans l'équipe qui va donner les bonnes pratiques, c'est toi qui va bootstrapper, faire des kick-offs, de nouveaux projets, ce genre de choses. D'accord, et tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu disais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de très bons développeurs en France. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière à ça? Pourquoi, alors qu'on forme énormément de développeurs, chaque année, pourquoi il y en a si peu, qui restent au final en France avec des très bonnes compétences? Quelle est la pour toi, en tout cas de ton point de vue, pourquoi les gens ne resteraient pas? Pourquoi les développeurs, compétents ne resteraient pas? Pareil, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu énormément de bons techniciens qui sont partis en chefferie de projet parce que c'était D'accord. comme ça qu'il fallait faire. Et du coup, on a perdu de la bonne main-d'œuvre et surtout des gens qui pouvaient apporter leurs compétences aux plus jeunes. D'autre part, l'éducation dans le monde de l'informatique qui est encore assez un peu chaotique à mon sens, à mon goût. Je pense qu'on pourrait faire mieux faire. Et puis voilà, et puis après les bonnes têtes partent, s'exodent vers d'autres contrées, que ce soit les États-Unis ou autres. Heu, voilà. D'accord, effectivement, il y a plusieurs éléments. Et toi, sachant que tu as quand même changé assez récemment de structure dans laquelle tu travailles, quels sont tes projets futurs en termes de développement? Est-ce que, bah, je sais pas, tu te vois changer justement de poste comme on le disait au préalable? Ou au contraire, tu préfères devenir vraiment, expert dans ton domaine et évoluer au fur et à mesure du temps? Ouais, plutôt la seconde option, je préfère, continuer pareil à apprendre de nouvelles choses, continuer d'apprendre des choses, de nouvelles infrastructures, de, de nouvelles choses pour que voilà, quand j'arrive sur un nouveau projet, ben, tu peux apporter toute la réponse à tout le monde, quoi. Faire des plus beaux objets, faire des plus beaux, pour moi, je vais rester dans ce domaine-là et c'est pas le fait de changer d'entreprise qui fait que tu régresses, au contraire, on apprend tout le temps de nouvelles choses. Hem Et je vais faire même une petite aparté autre chose, c'est qu'à côté de mon salariat, j'ai aussi une micro-entreprise et je vous le recommande à tous les développeurs, faites des choses à côté, ne vous enfermez pas dans une structure de votre entreprise, faites des choses à côté. Ça peut passer par de la micro-entreprise, ça peut passer par de l'open source, ça peut passer par plein de choses. Heu, mais faites des choses à côté pour, augmenter le champ de vision. Est-ce que ça t'a permis de valoriser ton salaire ou au contraire, tu estimes que ça t'a permis de valoriser tes compétences, de pouvoir en apprendre plus? Qu'est-ce que ça t'a C'est ça. apporté justement de faire des missions, en plus? En fait, ça te donne la possibilité de voir autre chose. Il y a plus cet effet tunnel où tu vois que le code, comment vous faites dans votre entreprise et il existe plein de manières, de faire du développement. Il y a plein de stratégies différentes. Il y a le DDD, il va y avoir le data, il y en a plein. Il y en a plein. Je vais pas en citer d'autres parce que je vais me faire avoir sur les acronymes. Mais, il y a plein de manières de faire et pour ça, il faut faire et beh, pour faire, bah, il faut faire autre chose. Voilà, c'est D'accord, donc c'est pour avoir une vision plus globale, peut-être une ouverture d'esprit qui va avec et qui permettent peut-être de prendre plus de recul sur les projets derrière et apporter, plus de qualité. exactement. Très bien. Un petit mot avant qu'on termine cette interview? Soyez habile, soyez fort, apprenez, RTFM comme on dit et puis, voilà. Et bah, effectivement, je pense que c'est une bonne définition, du développeur, sécurité. Alors, globalement, effectivement, dans la cyber, effectivement, il faut continuer de se former en permanence, être curieux et être motivé, c'est vraiment le plus important. C'est des métiers qui sont très exigeants et il faut vraiment continuer sur ça. Mais, c'est vrai que souvent on pense cyber, via, les cursus, réseau, IT, tout ça. Mais vous pouvez, même en tant que développeur, faire, de la cyber, il y a aucun problème. Faites des CTF, faites plein d'events de sécurité.
vous y avez votre place. Eh ben, merci en tout cas, Florian, pour ton retour et pour le temps que tu as pris d'échanger avec nous. Si vous aimez ce type de vidéo, pensez à vous abonner et pensez aussi à mettre un pouce bleu sous la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!